Bienvenue à cette édition du Grand Journal. Au sommaire de cette édition, ONU, Conseil de sécurité. Bamako maintient ses accusations contre Paris, relevant ainsi la nécessité de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La partie malienne dénonce la guerre par procuration qui lui est donc imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité. Toujours au sommaire de cette édition Madagascar Diplomatie, André Rajoelina Limoges Richard Andria Mandrato, ceci suite à une décision unilatérale de condamner l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Nous vous l'annoncions en titre, nous débutons justement avec le Conseil de sécurité. Présentant le mémorandum de gouvernement de la transition suite à la publication du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Mali, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a donc réitéré la position du Mali vis-à-vis de la France. Relevant la nécessité de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le parti malien dénonce donc la guerre par procuration qui lui est donc imposée, tout comme les manœuvres et même les entraves, ceci à la tenue de cette réunion spécifique pour les manifestations de la vérité. Guéné avec vous pour plus de précisions. Si la France continue de porter atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale, le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense. Les propos du ministre malien des Affaires étrangères laissent présager que le Mali n'a pas renoncé à son souhait d'être entendu au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les liaisons entre la France et les groupes djihadistes qui déstabilisent le pays. Le monde doit connaître la vérité, l'opinion publique doit être informée sur les violations répétées de l'espace aérien malien par les forces françaises. En plus des aspects purement sécuritaires, des approches politiques et de développement économique, social et culturel. Cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que les autorités maliennes ont pleinement conscience que la seule réponse sécuritaire ne suffira pas à ramener la paix et la stabilité dans notre pays et qu'il est indispensable de créer un environnement socio-économique à même de fournir des opportunités, mais aussi des perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences néfastes des groupes terroristes. Officiellement saisi le 15 août 2022 par le Mali, qui se dit détenir des preuves concrètes sur des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à son encontre, le Conseil de sécurité des Nations Unies est jusqu'ici resté muet. Un silence surprenant au regard du récit factuel des causes profondes et facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Mais aussi des perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences néfastes des groupes terroristes. Dans la même veine, le gouvernement œuvre pleinement à la restauration de l'autorité de l'État, à la fourniture des services sociaux de base aux populations dans les zones affectées par l'insécurité. Pour ce qui concerne la présence des représentants de l'État, les mesures ont été prises pour que les cadres récemment nommés, et il y en a beaucoup, plus d'une centaine, presque 200 représentants de l'État qui ont été nommés récemment, prêts à être déployés, et après leur formation qui comprend des modules sur les élections, sur le mandat de l'aménagement. Un exercice auquel l'opinion publique est donc pris en témoin, la communauté internationale aussi. La vérité se manifestera-t-elle un jour, ou alors les Nations Unies garderont une fois de plus un mutisme assourdissant à cette demande? La tendance semble pencher vers la deuxième possibilité au détriment de l'intégrité, de la vérité et de la justice. Et puis toujours au Mali, au cours donc d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, cité hier, mardi 18 octobre 2022, le chef de la mission de l'ONU au Mali réclame les moyens nécessaires pour assumer son mandat de maintien de la paix. Émaillé selon Antonio Guterres par une campagne de désinformation anti-MINUSMA. Quoi tu as suivi pour de cette actualité ici, revient avec plus de précision. Le chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, réclame plus de coopération du gouvernement de transition
afin de mener à bien sa mission de maintien de la paix dans l'ensemble du pays. El Ghashim Wane, le chef de cette mission onusienne, a réclamé le 18 octobre au Conseil de sécurité des moyens nécessaires pour assurer son mandat au Mali, décriant notamment une situation sécuritaire humanitaire et des droits de l'homme très difficiles, notamment dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, également présent lors de cette réunion, a quant à lui décrié les restrictions de mouvement et d'accès rencontrées par la MINUSMA, imposées selon lui par les autorités maliennes, accusées à demi-mot de faire une campagne de désinformation contre la mission. La MINUSMA est en danger, selon les propos de Nicolas Rivière, l'ambassadeur français. La MINUSMA pourrait-elle connaître le même sort que Barkhane, l'opération militaire française basée au Sahel depuis 2014 en vue de lutter contre les groupes terroristes dans la région et qui a été chassée du Mali par les autorités de transition au mois d'août dernier, faute des résultats probants. La question est plus que jamais d'actualité. Il y a 2 mois, Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, avait été expulsé du Mali par les autorités de Bamako qui lui reprochaient d'avoir publié sur le réseau social Twitter des informations inacceptables après l'arrestation de 49 soldats mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet dernier. Mesdames, Messieurs, parlons de toute autre chose. À présent, vous regardez le 20h sur For You Télévision. Vous faites bien. À Madagascar, le ministre malgache des Affaires étrangères a donc été démis de ses fonctions. C'était le 18 octobre dernier et c'est suite à une décision unilatérale de condamner l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie. Eh bien, Madagascar a toujours tenu à maintenir son non-alignement dans la crise qui oppose justement la Russie à l'Ukraine. Ici, Kumabité revient avec plus de précision. Le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato, est définitivement limogé de son poste pour avoir pris une décision de voter en faveur de la résolution condamnant les annexions jugées illégales de la Russie sur l'Ukraine le 12 octobre dernier à l'ONU. Madagascar, depuis le début de la guerre, avait comme d'autres pays africains toujours choisi de s'abstenir de voter des résolutions contre la Russie, campant fermement sur une position de neutralité. Le revirement opéré la semaine dernière avait d'emblée suscité des questions en Antananarivo et l'hypothèse d'une initiative solitaire du ministre, sans l'aval du chef de l'État, Andry Rajoelina. Monsieur Randriamandrato a expliqué avoir pris cette décision à son âme et conscience sans avoir mis en danger l'intérêt de la nation. Pour autant, cette décision ne remettait pas en cause, selon lui, de Madagascar. Andry Rajoelina a-t-il été mis devant le fait accompli ou avait-il cautionné cette position d'équilibriste avant d'être contraint de désavouer son ministre sous la pression de la Russie? Difficile de trancher. Une chose est sûre, la volte-face survient dans un contexte de rapprochement avec Moscou, matérialisé entre autres par la signature d'un accord de coopération militaire au printemps, la promesse d'annulation de la dette bilatérale et le soutien renouvelé du Kremlin sur la demande de restitution des îles éparses. Visite d'une délégation de la CEDEAO en Guinée. La durée de la transition en ligne a demi. Le médiateur de la CEDEAO est arrivé le mardi 18 octobre 2022 à Conakry. La visite de Thomas Boni Yahi intervient alors qu'une mission technique de l'organisation régionale est donc en Guinée depuis dimanche soir. La mission de la CEDEAO doit rester jusqu'à la fin de la semaine pour discuter du chronogramme de la transition avec les autorités. Les membres de la délégation ont rencontré le ministre des Affaires étrangères et le chef du gouvernement. Alors que ces derniers échangent donc, Bernard Ngomo a donc assuré que son gouvernement n'était pas figé sur la question de la durée. Les autorités guinéennes ont opté pour 3 ans en mai dernier, mais la CEDEAO, quant à elle, souhaite qu'elles reçoivent leur copie. Impossible donc pour l'organisation sous-régionale d'accéder à un tel délai. En septembre, la CEDEAO avait donc donné un mois aux autorités pour réduire la durée du régime d'exception sous peine de subir la nouvelle mesure de rétorsion. La date butoir tombe justement le samedi prochain.
Et ensuite, dirigeons-nous à présent du côté de la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara est donc favorable à un retour de Blé Goudé. Eh bien, le président ivoirien Alassane Ouattara est désormais favorable au retour de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Eh bien, il a été transféré le 22 mars 2014 à la Cour pénale internationale abrégée CPI, à la Cour pénale internationale justement à La Haye du Pays-Bas, où il fait justement l'objet de poursuites judiciaires ces temps. Ici, vous avez plus de précisions. Acquitté par la CPI il y a 1 an et demi, Charles Blé Goudé, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, a obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour qu'il puisse rentrer au pays. D'après le COJEP, le 30 septembre dernier, les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit pour le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, lit-on dans un communiqué. À en croire certains médias internationaux, il s'agit d'un échange de correspondance entre le gardien des Sceaux et le greffe de la Cour pénale internationale. Jusqu'ici, aucune date n'a été donnée, mais l'avocat de Charles Blé Goudé, Drake Cleaver, mise sur un retour d'ici la fin de l'année. Précisons que, depuis son acquittement par la CPI, Charles Blé Goudé vit aux Pays-Bas. Ce dernier a à plusieurs reprises exprimé le souhait de rentrer en Côte d'Ivoire pour, selon ses mots, apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Et même si ce dernier, en début de semaine, a été reconduit à la tête du COJEP par ses militants, une incertitude pèse encore en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est sous le coup d'un mandat d'arrêt à la suite de sa condamnation à 20 ans de prison fin 2019 pour actes de torture, homicide volontaire et viol. Et puis en Côte d'Ivoire, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, élevée au rang de grand officier de l'ordre national. L'épouse du feu, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, a donc été faite grand officier de l'ordre national par la grande chancellerie de l'ordre national de Côte d'Ivoire. C'était le mardi 18 octobre 2022. Et c'est aussi et je même de l'institution à Abidjan Kogodi. La grande chancelière Henriette Diabaté d'Argri a donc expliqué le symbole de la grande chancellerie. Et puis selon elle, elle symbolise les valeurs de la nation que tous les Ivoiriens recherchent ici. Et bien pour la grande chancellerie, son institution reconnaît le mérite et les actions remarquables des différents citoyens ivoiriens au service du pays. Dirigeons-nous à présent du côté de l'Afrique du Sud où le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a donc reçu le mardi 18 octobre 2022 à Pretoria le chef du front justement Polisario Brahim Ghali dans le cadre d'une visite officielle visant justement à renforcer les relations politiques fortifiées par les liens historiques datant des années de lutte contre les colonisme de l'apartheid. Tel avait indiqué Ramaphosa lors de sa première rencontre. Et justement dans ce reportage, vous avez plus de précisions. L'Afrique du Sud soutiendra sans état d'âme la République arabe sahraoui, autoproclamée au Sahara occidental. Assuré mardi 18 octobre 2022 le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous sommes inquiets du silence qui persiste dans le monde concernant la lutte pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une visite à Pretoria du chef du Front Polisario, Brahim Ghali. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, veut un État indépendant au Sahara occidental, vaste étendue désertique que le Maroc considère comme faisant partie de son propre territoire. Nous estimons que d'autres luttes s'expriment à plus grand bruit et c'est pourquoi, en tant que Sud-Africains, nous affirmons clairement que nous sommes fermes et sans état d'âme. Notre soutien au peuple sahraoui, a ajouté Cyril Ramaphosa. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental se trouve à l'extrémité ouest du vaste désert du même nom qui s'étend le long de la côte atlantique. Le Polisario qui a proclamé la RASD en 1976
continue à réclamer avec le soutien de l'Algérie la tenue d'un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU au moment de la signature d'un cessez-le-feu entre les belligérants en 1991. De son côté, le Maroc, qui contrôle 80% du territoire, prône une autonomie de ce territoire, mais sous sa gouverneté exclusive, et rejette tout référendum où serait posée la question de l'indépendance. Les deux camps se livrent à une âpre bataille diplomatique pour s'assurer du soutien de leurs alliés. L'ONU, qui considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome en absence d'un règlement définitif, y a déploré une mission de maintien de la paix de la MINUSRO. L'Union africaine, en abrégé UA, reconnaît la République arabe sahraoui comme un de ses membres. Et puis donc du côté de la Tunisie, plusieurs milliers d'habitants se sont manifestés hier dans la ville de Zarzis, et ceci pour réclamer des réponses après la disparition de plusieurs migrants tunisiens en mer au mois de décembre. Et bien, fonctionnaires commerçants ont observé une grève générale à l'appel du syndicat Union Générale Tunisienne du Travail. Et Mamouto a suivi pour nous cette actualité, les détails. Près de 5000 personnes se sont rassemblées sur l'avenue principale de Zarzis, ville tunisienne, le 18 octobre 2022 pour la réclamation des recherches intenses des corps des migrants disparus en mer le mois dernier. Fonctionnaires, commerçants et familles de 12 migrants ont observé une grève générale à l'appel du syndicat Union Générale Tunisienne du Travail, demandant une enquête sur le naufrage et sur les procédures de recherche et d'inhumation des dépouilles retrouvées. Certains manifestants brandissaient des photos des disparus et des banderoles dénonçant un crime d'État, appelant à dévoiler la vérité. Pour rappel, une embarcation de fortune partie de Zarzis, avec à son bord 18 migrants tunisiens cherchant à rejoindre les côtes européennes, a disparu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2022. Par la suite, 8 corps, dont plusieurs Tunisiens, ont été retrouvés le 10 octobre par des pêcheurs. Les autorités locales ont inhumé par erreur 4 migrants tunisiens dans un cimetière privé, le Jardin d'Afrique, réservé habituellement au corps des migrants subsahariens repêchés dans la région, ce qui a prouvé la colère des familles. Après leur protestation, le président Kais Saied a ordonné lundi 17 octobre 2022 au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête afin que les Tunisiens connaissent toute la vérité et que les responsables de ces drames affrontent les conséquences de leur négligence. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique et compte désormais 4 millions de pauvres sur une population de près de 12 millions d'habitants. Nous sommes au Cameroun, spécialisé dans la construction et le boost des mentalités pour une société camerounaise économiquement transformée et une gouvernance publique saine. Le Think Tank de Aqualine a donc favorisé sa deuxième cuvée de Aqualine Fellows 2022. C'était le samedi 15 octobre 2022. Un événement issu de son programme d'excellence de Aqualine Fellowship for Young Cameroonian, leader avec le concours de la fondation MAM. C'était à Souza, dans le littoral, en présence d'un partenaire et bien sûr d'un bon nombre d'invités. Fonora pour plus de précisions. Cérémonie sobre mais empreinte d'excellence et de marque pour les 15 lauréats finaux de la deuxième édition de The Aqualians Fellowships for Young Cameroonian Leaders, un programme d'excellence rassemblant des jeunes leaders camerounais sélectionnés pour leur engagement fort dans la cité. Je m'engage à contribuer au Cameroun fier, prospère et solidaire, particulièrement en travaillant sur son système de santé. Et enfin, je m'engage à revenir au pays. Je m'engage à investir mon temps et mon talent pour améliorer la vie économique et culturelle au Cameroun. Je m'engage dans cette association pour la transformation de notre pays de Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de ma profession de foi, je m'engage à demeurer intègre, car l'intégrité c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs de I will also engage in the valorization of arts and culture and use my artistic skills and knowledge on participative development to enhance unity and diversity in our multicultural culture. Un programme issu de Aqualians
un think tank qui s'est penché sur la transformation économique du Cameroun à travers le Made in Cameroun. Ceci, au terme de son étude inaugurale publiée en 2020 et portant en perspective sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun, mettant en exergue au moins 80% des Camerounais qui croient à la capacité de l'entreprise à changer, à transformer le Cameroun. Avoir tous et toutes avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie de graduation de la deuxième édition du programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Il y a 2 ans environ, le 1er février 2020, nous étions 14 plus précisément je dirais, et nous décidions de mettre sur pied ce think tank appelé The Okwelians, avec cette ambition de bâtir une communauté de leaders engagés pour la transformation du Cameroun, de l'Afrique, mais aussi du monde. Aujourd'hui, cette communauté compte déjà... Baptisé Kautal, Solidarité en langue Fofolde tirant ses origines de Garoua où ils étaient en Boufkam, les Young Cameroonian Leaders du programme OFYCL ont été moulés dans différents secteurs, vecteurs de transformation du Cameroun. Et à travers la voix de leurs délégués de promotion, ont marqué leur satisfaction. Je vous remercie parce que, au-delà des enseignements, en vous observant, parrain, marraine, monsieur le président et tous les mentors, que ce soit dans le cadre du Okwelian ou à l'extérieur d'Okwelian, nous vous observons et nous essayons de faire comme vous. Notre promotion s'intitule Kautal, car après notre séjour à Garoua, nous avons voulu donner un nom qui soit authentique. C'est en Fofolde, ça signifie la solidarité, parce que tous ensemble nous voulons parler d'une même voix. Et ce programme va bien au-delà même de la transmission intergénérationnelle, car nous sommes aujourd'hui dans une synergie intergénérationnelle. Nous ne parlons que d'une seule voix. Et c'est l'occasion ici de rappeler que ce programme nous a permis de comprendre que nous sommes tous des humains qui sont bâtis par la même main, afin qu'ensemble sur le chemin, nous construisons un meilleur lendemain pour ce Cameroun que nous aimons tant. Les 15 fellows, en signe d'encouragement et de félicitations, ont reçu des mains de leurs mentors, encadreurs, parrains et marraines, et autres invités leurs attestations de fin de formation. Soulignons que le Okwelians Fellows 2022 a bénéficié du parrainage d'Alain Malon, directeur général d'Alucam, et de Paul Assoumokoki, directeur général de l'autorité aéronautique, et a connu le concours de la Fondation MAM. La cérémonie s'est achevée par une séance de photos de famille et a lieu à Souza. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Merci de rester en compagnie de nos programmes.